Alors, chers amis, bienvenue au troisième épisode de notre balado, L'état du monde. Jean-François Caron, je suis présentement dans un environnement inhabituel à Paris, en vacances, mais malgré les vacances, on n'arrête pas de travailler. Et je suis en compagnie de mon ami Jocelyn Coulon, qui lui est à Montréal. Alors, Jocelyn, bonjour, j'espère que tu Bonjour. vas bien. Très bien, très bien. Il a fait une journée ensoleillée aujourd'hui. Oh, Magnifique. moi, ça a été totalement l'inverse. Depuis tout le jour, il pleut. Et puis, en plus, mes valises ont été égarées pendant mon séjour. Au menu cette semaine, d'abord la deuxième partie, on va accueillir le politologue Guillaume Sauvé qui a écrit le texte de la semaine pour le Corim. On va discuter pendant une vingtaine de minutes de l'opinion publique en Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais dans la première partie, tout d'abord, ben, c'est le début de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Qui de mieux pour en parler qu'un ancien diplomate canadien qui a œuvré à l'ONU? Donc, nous avons avec nous pour cet épisode Monsieur Henri-Paul Normandin. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Bonjour Jean-François. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Monsieur Normandin est un ancien ambassadeur du Canada en Haïti entre 2010 et 2013. Il a aussi été ambassadeur et représentant permanent adjoint aux Nations Unies entre 2006 et 2010. Monsieur Normandin a également occupé diverses fonctions au sein de l'ancien ministère des Affaires étrangères du Canada, de l'Agence canadienne de développement international et à la ville de Montréal. Donc, à l'Agence canadienne de développement international, vous avez notamment été directeur du Fonds canadien pour l'Afrique, spécialiste en gouvernance pour l'Asie, analyste de la Chine et chargé de projet de plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Vous avez également occupé des fonctions à deux reprises au sein de l'ambassade du Canada en Chine ainsi qu'au Zaïre. Donc, un CV vraiment impressionnant. On est vraiment heureux de Et, vous avoir avec nous pour ce balado. et le Zaïre trahit un peu mon âge. Ils ont changé de nom, effectivement. Bon, ben, comme je disais en introduction de l'émission, c'est le début de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, ben, peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs qui sont peut-être pas nécessairement au fait de la manière avec laquelle l'ONU est organisée, est-ce que vous pourriez nous résumer brièvement quels sont les principaux organes de l'ONU, puis distinguer aussi entre l'Assemblée générale et le fameux Conseil de sécurité? Alors, d'abord, monsieur Normandin. D'accord. Et c'est une bonne question parce que souvent, les Nations unies, on a tendance à résumer ça en simplement quelques éléments qui sont les plus visibles. Mais évidemment, l'Assemblée générale, ça, c'est l'Assemblée qui regroupe tous les États membres. Si c'était une comparaison avec un pays, on pourrait peut-être dire que c'est le Parlement. Alors, c'est un endroit où il y a beaucoup de délibérations. Mais c'est un endroit aussi où, à partir de l'Assemblée générale, aussi, on élabore, par exemple, des traités ou des choses comme ça. Mais c'est important de souligner que l'Assemblée générale n'a que très peu de pouvoir exécutif, pouvoir d'action. Hmm. Le vrai pouvoir d'action décisionnel aux Nations unies se retrouve bien sûr au Conseil de sécurité, qui ne comprend que 15 membres, 5 permanents et 10 membres rotatifs, bien qu'il y ait beaucoup de discussions autour de la réforme, on pourrait y revenir plus tard, parce que c'est le Conseil de sécurité qui peut prendre des décisions, par exemple, pour faire des interventions militaires ou envoyer des opérations de maintien de la paix ou des choses comme ça. Et quand le Conseil de sécurité se prononce sur quelque chose, ces résolutions peuvent devenir droit international. Alors, donc, c'est vraiment l'organe qui est le plus puissant. Et bien sûr, on sait que les 5 membres permanents ont aussi un droit de veto, ce qui cause toutes sortes de défis. Alors ça, ce sont un peu les deux organes principaux. Mais rattaché à tout ça, il y a tout un ensemble d'institutions et de commissions. Par exemple, à l'Assemblée générale, cette semaine, c'est le début. La troisième semaine de septembre, c'est toujours le début de l'Assemblée générale. Ça attire beaucoup d'attention. Mais par la suite, ça met en branle plusieurs travaux au sein de différentes commissions qui vont se dérouler pendant des mois. Les 5 principales commissions étant la première sur
le désarmement, la deuxième sur les affaires économiques et sociales, la troisième sur les droits de la personne et les affaires humanitaires, la quatrième sur les affaires juridiques et la cinquième sur le budget. Et en plus de ces commissions, il y a aussi d'autres comités, dont, par exemple, le Comité spécial des opérations de maintien de la paix, surnommé le C-34, qui est traditionnellement, le comité de travail du C-34 est traditionnellement présidé par le Canada. Alors moi, j'ai présidé ce comité-là pendant 4 ans. Il y a aussi d'autres grands organes, comme par exemple la Cour internationale de justice, basée à La Haye. Il y a aussi dans la grande famille onusienne, il y a d'autres institutions, mais qui sont très indépendantes en fait, mais on dit souvent qu'elles font partie de la famille onusienne. Je pense aux institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais elles ont vraiment un degré d'indépendance très, très prononcé. Et dernier point à souligner, c'est que les Nations unies, ce sont aussi des agences spécialisées. Il y en a plusieurs. On pense par exemple à l'Organisation mondiale de la santé, c'est un exemple, ou aussi à l'Organisation de l'aviation civile internationale, basée à Montréal, qui est une organisation qui fait pas beaucoup de bruit, hein, on n'en entend pas souvent parler, et pourtant, c'est une organisation dont le travail est absolument précieux pour la communauté internationale, parce que si un avion peut décoller de Montréal puis se rendre à Paris, selon certaines normes et conventions internationales, ben c'est grâce à l'OSCI. Et puis enfin, il y a des agences qui jouent un rôle humanitaire fondamental, comme le PAM, le Fonds alimentaire mondial, le HCR pour les réfugiés Ouais. et tout ça. Alors, des organes des Nations Unies ou des institutions des Nations Unies qui font vraiment un travail terrain. Et vous savez, quand j'ai été aux Nations Unies, alors, les Nations Unies, c'est un peu tout ça, hein, c'est une constellation. Quand j'étais aux Nations Unies, moi, je disais souvent, aux Nations Unies, la moitié des choses qu'on fait sont vraiment importantes pour la planète. Par exemple, quand on décide d'une opération de maintien de la paix ou d'une aide humanitaire quelque part, ou qu'on essaie de régler un conflit, etc. Et l'autre moitié de ce qu'on fait aux Nations Unies, franchement, l'utilité est bien discutable. Et quand je finissais des sessions aux Nations Unies, là, à 2 heures du matin, puis que je traversais First Avenue, juste en face du building, je me disais, mais tout ça, là, ce que j'ai fait ce soir, là, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la planète que ça intéresse? Est-ce que ça va avoir un impact? Et parfois, la réponse était, je dois l'avouer, non. Alors, les Nations Unies, c'est un peu un ensemble de tout ça. Et cette semaine, évidemment, c'est peut-être la semaine la troisième semaine de septembre où on ouvre l'Assemblée générale avec les chefs d'État. C'est probablement la semaine qui attire le plus d'attention. D'accord. Donc, on parle d'environ combien de fonctionnaires qui travaillent à l'ONU, à New York? Oh, j'aurais pas le chiffre sur le bout des doigts. Évidemment, plusieurs milliers à New York Oui, même, il y en a plusieurs oui, milliers. Il faut pas oublier qu'il y en a aussi plusieurs dans d'autres endroits, notamment à Genève. voilà. Ça, c'est le deuxième endroit le plus important. Mais il y a aussi des organisations spécialisées qui sont, par exemple, à Montréal, au Kenya, à Rome, etc. Alors, au final, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais malheureusement, j'ai Ouais. pas le chiffre sous les doigts. Mais je pense que vous soulevez encore une fois un point important, c'est que les Nations Unies, c'est à la fois une assemblée politique, 193 États membres, et c'est aussi un appareil bureaucratique Mhm. dirigé par le secrétaire général des Nations Unies, dont on dit souvent qu'il est plus secrétaire que général, mais Voilà. c'est aussi ça, les Nations Unies. D'accord. Et Ben, qui, je sens que... et qui est le premier fonctionnaire Voilà, du système. Ouais. Il se voilà, présente toujours comme ça, parce que voilà, c'est pas un personnage indépendant là, sur la scène internationale. tout Donc, à fait, tout à fait. je sais que tu as écrit un livre, c'était en 2020, Sur le Conseil de sécurité, un qui petit livre. s'intitule À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations Unies. Peut-être peux-tu répondre à la question du titre de ton livre? À quoi sert le fameux Conseil de sécurité? Ben, essentiellement à régler les questions de paix et de sécurité internationale. Et évidemment, la définition de la paix et de la sécurité internationale a été étendue au cours des ans. Parce qu'au début, lorsqu'on a créé le Conseil, ben, essentiellement, on gérait, négociait les relations militaires
politique, diplomatique entre les États sur des questions de paix et de sécurité dures. Aujourd'hui, je dirais depuis 20 ou 25 ans, on a étendu la définition de ça pour dire, par exemple, le sida représente une menace à la paix et à la sécurité internationale. On est un peu perdu pour pourquoi le sida serait-il une question de paix et de sécurité internationale. Alors, le Conseil est l'organe exécutif des Nations Unies. Ça ne veut pas dire que l'Assemblée générale ne peut pas prendre certaines responsabilités. On l'a vu pendant la crise de Suez en 1956, quand le Conseil de sécurité est paralysé. Il y a une résolution qui a été votée pour transférer la question à l'Assemblée générale, qui ensuite, c'est elle qui a créé la force de maintien de la paix, qui était une idée de Pearson et de Dag Hammarskjöld, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Oui, dont on Donc, a parlé la semaine le, dernière. dont on a parlé la semaine dernière. Donc, le Conseil de sécurité planche là-dessus. Comme disait Henri Paul, ces décisions sont obligatoires lorsqu'elles sont adoptées et surtout lorsqu'elles sont adoptées sous le chapitre 7, qui est le chapitre coercitif et qui peut mener à des actions militaires, pas seulement militaires, mais peuvent mener à des actions militaires. Mais on parlera un peu plus tard, par exemple, de la réforme de ce conseil. Oui, absolument. Monsieur Normandin, bon, on l'a dit, la session ordinaire de l'Assemblée générale vient de débuter. C'est l'occasion pour les chefs d'État, les chefs de gouvernement aussi de venir prononcer leur discours, ce qui est évidemment le grand moment de l'automne qui va se prolonger jusqu'à Noël. On a entendu, je crois que c'était hier ou avant-hier, le premier ministre albanais qui a fait l'annonce. Il veut créer le plus petit État au monde, qui serait Oui, 4 fois plus petit que le le Vatican Vatican. pour une communauté musulmane à Tirana. Donc, c'est quoi les grands thèmes qui vont être abordés selon vous cette année? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que ce sont des thèmes qui vont être similaires ou différents de ceux des dernières années, peut-être depuis 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine? Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, bien, il y a un grand mélange, évidemment, d'enjeux sérieux, mais ponctuels, comme par exemple les conflits qui sont en cours. L'Ukraine, par exemple, évidemment, sera évidemment une grande thématique de la semaine. Ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Malheureusement, le conflit au Moyen-Orient, évidemment, sera de nouveau une grande thématique. Il y a aussi d'autres conflits dont qu'on a tendance à oublier, par exemple le Myanmar, le Soudan, la République démocratique du Congo, Oui. qui vont occuper un peu de temps. Mais il y a aussi ce que j'appelle des défis plus structurels qui sont en voie de devenir permanents. Je pense notamment au changement climatique. Et cette semaine, d'ailleurs, il y aura un sommet d'une journée de haut niveau sur la hausse du niveau de la mer. Alors ça, c'est un défi structurel relié au changement climatique, mais qui est vraiment quelque chose d'existentiel pour un certain nombre d'États. Alors, il y a ces enjeux-là là, qui vont Parce que, occuper beaucoup de temps cette semaine. excuse, Oui, Jocelyn, oui. excuse-moi, Henri-Paul, mais c'est presque une blague, mais il y a des pays qui vont disparaître Ah ouais, parce que voilà. l'eau va monter et les îles Maldives ou la République de Kiribati dans le Pacifique Sud ou je ne sais trop quel autre pays, pour eux, c'est ça le premier problème auquel fait face l'humanité. Excuse-moi de t'avoir Oui, interrompu mais là-dessus. tout à fait. Ça va lancer la question en droit international, en philosophie politique aussi, de la question des réfugiés climatiques. Oui, Quel voilà, type de droits politiques ces individus-là vont pouvoir se prévaloir? voilà. Mais Effectivement, je te dirais que ça pose une autre question. C'est qu'à partir du moment où un pays est submergé, est-ce qu'il existe toujours en droit international? Sa population va déménager, disons, en Australie parce que la République de Nauru va disparaître. Mais elle disparaît parce que l'eau a monté puis qu'il n'y a pas moyen d'y habiter. Mais est-ce que ce pays existe toujours? En tout cas, c'est une parenthèse. Il y a d'autres questions, Henri-Paul, sûrement. Mais voilà, alors je pense que ça illustre bien, encore une fois, les Nations Unies
Et le fait que les Nations Unies s'attaquent à des enjeux du moment qui, on l'espère, vont se résoudre, comme j'espère par exemple que la crise en Ukraine, dans, dans 3 ans d'ici, mettons que ça s'est résolu, mais il y a d'autres enjeux qui vont être là longtemps, comme celui du changement climatique. Et à travers tout ça, pendant ces 10 jours-là très intenses, on appelle souvent ça la grand-messe des Nations Unies. Évidemment, on traite de choses très sérieuses. Moi, je serais tenté de dire c'est un peu le grand festival de la diplomatie. C'est un smorgasbord de rencontres sur tous les sujets, certains de très haut profil, comme ceux qu'on vient de mentionner, certains qui ont un profil beaucoup plus bas pour le moment, mais c'est une occasion pour les pays de pousser leur agenda petit à petit dans le cadre de toutes sortes de réunions à gauche et à droite, certaines qui se tiennent sous les projecteurs. Parce que vous savez, aux Nations Unies, quand on veut faire avancer un agenda, c'est vraiment très souvent étape par étape. Hein. On veut faire progresser une idée, un concept, un plan, un traité. C'est une affaire qui se déroule sur plusieurs années. Alors, la troisième semaine de septembre et la quatrième, c'est une occasion de faire des réunions pour mousser ces autres enjeux qui, à un moment donné, seront hauts à l'agenda. Alors, ces 2 semaines-là, c'est vraiment un ensemble assez extraordinaire d'événements. Et vous savez, quand j'étais là, j'en ai fait 5 assemblées générales en organisant les visites de premiers ministres, de ministres, etc. On a des énormes listes d'un côté des événements importants auxquels et moins importants auxquels il faut avoir une présence canadienne. De l'autre côté, on a la liste de tous nos dignitaires canadiens qui vont être là, du premier ministre jusqu'à des hauts fonctionnaires, puis en passant par les ambassadeurs. Puis on essaie de voir, OK, qui on envoie où, à quel événement, à quel moment. Et c'est vraiment un casse-tête énorme qu'on commence à planifier dès le début du mois d'août. Alors, c'est vraiment un événement fort important, mais encore une fois, je ne voudrais pas sous-estimer tout le travail qui se fait dans l'ombre des projecteurs pendant cette semaine-là. Et puis, on peut parler aussi de ce qu'on peut appeler le speed dating, hein? C'est-à-dire les chefs Oui. d'État et de gouvernement qui se rencontrent. Monsieur Trudeau, bien sûr, a des rencontres cette semaine avec... il a rencontré évidemment le secrétaire général des Nations Unies comme il se doit, le premier ministre japonais, il rencontre Monsieur Zelensky. Il y en aura d'autres. Il y a des rencontres bilatérales formelles. Il y a des rencontres bilatérales beaucoup plus informelles. On organisait même ce qu'on appelait en anglais des bump into, qu'on pourrait librement traduire par des rencontres fortuites, mais qui ne sont pas fortuites, Non, c'est-à-dire non. tu amènes ton premier ministre à la sortie de telle réunion à 13h25 et moi j'amène mon premier ministre aussi. Et comme par hasard, ils vont se Quelle croiser coïncidence! et ils vont Ben ouais. discuter pendant 3 minutes de quelque chose, puis ils vont ça. Oui, Alors, oui. Moi, c'est j'ai fait vraiment ça avec toute Stéphane une Dion. kermesse. Moi, Toute une kermesse. j'ai Ouais. fait ça avec Stéphane Dion, une vingtaine de rencontres de ministres des Affaires étrangères, d'autant plus qu'en 2016, on était dans la campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Donc, il fallait absolument rencontrer les vis-à-vis pour leur dire, vous savez qu'on se présente, on aimerait ça que vous nous appuyiez. Et là, vous voyez le body language des ministres, certains qui disent oui, certainement, on y pense. Alors là, dans ce temps-là, quand on y pense, c'est qu'on n'est Et pas non. très sûr de Ouais. ça. Mais OK. il y a une chose que je voulais rajouter à ce que dit Henri Paul, c'est que faut jamais oublier que l'Assemblée générale des Nations unies, c'est l'opportunité pour de petits États de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Elle sera peut-être pas écoutée, mais elle va être enregistrée dans les procès-verbaux. Le premier ministre de Trinidad et Tobago aura son 15 minutes de gloire et pourra dire quelque chose. Il n'y a pas d'autre forum dans le monde pour permettre à tout ce monde de s'exprimer et peut-être d'être entendu. Et tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement ont le même temps de parole devant l'Assemblée Oui, générale? Ça dépend, ça dépend. Quand c'était Kadhafi, c'était pas ça du tout. ben, ça, je Parce que peux lui, il effectivement, pouvait parler pendant 3 heures. bien, je peux vous en parler de ça parce qu'effectivement, Vas-y. théoriquement, tout le monde a 15 minutes à l'Assemblée générale. Ouais. Au sommet sur l'avenir, ça a été intéressant parce qu'on donnait 5 minutes et on Oh. coupait le micro après 5 minutes. Ça, j'avais jamais vu Alors, ça dans la j'étais, société. Comme aux oui, oui, Oscars. moi aussi, j'étais Et Lula surpris. s'est fait couper la parole. Mais pour revenir à l'Assemblée générale, théoriquement, c'est 15 minutes, mais
il n'y a pas grand C'est pas monde qui le vrai. respecte, sauf bien Non. sûr les bons Canadiens. Les bons Canadiens que nous Oui. sommes, nous, on respecte le 15 minutes et on le fait dans les deux langues. Mais écoutez, OK. sur les discours, justement, c'est très fréquent qu'il y a des gens qui excèdent la durée. Ah, Et souvent, les discours à l'Assemblée générale des chefs d'État, ceux dont on se souvient, ce sont ceux dont on se souvient pour les moins bonnes raisons oui. ou qui sortent des normes, notamment ceux qui durent longtemps. Le record appartient évidemment à tout seigneur, tout honneur à Fidel Castro, qui en Ah, 1960 avait fait quelque chose comme 200 minutes, quelque chose comme ça. oui, La oui. même année, Nikita Khrouchtchev avait fait quelque chose comme 140 minutes. Et le troisième, bien, c'est justement notre ami Kadhafi et Ouais. j'étais là. Et je peux vous dire ce qui s'est passé, c'est que c'était la première année de Obama. Alors, tout le monde, vous imaginez, tout le monde était là pour le Ah, ben discours oui. d'Obama. Et cette Eh oui. année-là, par hasard, le Canada était assis directement, le siège du Canada était directement devant le podium. Alors, on avait Obama et j'étais là, moi, avec deux ministres, avec Lawrence Cannon, Affaires étrangères, et le secrétaire d'État aussi aux Affaires étrangères. Mais le défi, c'était que celui qui allait suivre Obama, c'était Kadhafi, parce que cette Ah, année-là, il était le président en exercice président. de l'Union africaine. Ouais. Alors nous, avec mes deux ministres, je me suis dit, bon, évidemment, on va là pour Obama, mais je ne voulais pas imposer à mes ministres le risque de demeurer devant un discours interminable de Kadhafi. Alors, on a monté tout un scénario parce qu'on ne voulait pas laisser nos sièges vides parce que Kadhafi représentait l'Union africaine. Alors, Ouais. on a monté tout un scénario, on occupait les 6 sièges du Canada. Quand Obama a terminé, évidemment, il y a eu un peu un cahin dans l'Assemblée générale. Les trois en avant, on est sortis jardin côté cour. On avait nos trois juniors qui étaient en arrière de nous, qui sont restés là. Et il y a trois autres juniors qui sont venus s'asseoir à notre place. Donc, nos sièges étaient occupés pendant le Ouais. discours de l'Union africaine. Et écoutez, j'ai eu le temps de faire le tour des Nations unies, de rentrer à la mission permanente. Kadhafi parlait encore. Il a Ouais. parlé pendant au-delà d'une heure et demie. Ah, ouais, ouais. Alors, des discours, il y a eu toutes sortes. Et puis, il y a eu aussi le fameux de Hugo Chavez, où quand il s'est présenté au podium, peu après le président des États-Unis, Ouais. il a fait une mimique en disant Ça ça sent le sent le brûlé. soufre, comme si c'était le diable qui était passé. Alors, donc, il y en a de toutes les sortes. Mais je peux vous dire, par contre, qu'il y en a toute une litanie qui sont vraiment, excusez l'expression, je ne serais pas diplomate, mais plates. Ouais. Et une petite anecdote dans le discours de Chavez, si tu te souviens, il avait dans les mains un livre de Noam Chomsky Oui. qu'il a montré à l'Assemblée générale et quelques heures plus tard, sur Amazon, le livre battait tous les records de vente. Ouais. Est-ce que Alors vous avez voilà. d'autres anecdotes à nous raconter? Ben, c'est un endroit, encore une fois, c'est un endroit aussi où on rencontre beaucoup de gens et on croise comme ça, jusque dans les raccoins privés des Nations Unies, si je peux dire ainsi, des chefs d'État et de gouvernement qui sont faits comme nous, n'est-ce pas? Mais une anecdote en particulier, je me souviens, Ahmadinejad, quand c'était président de l'Iran, il De est l'Iran? passé tout près de nous. J'étais avec un collègue du ministère des Affaires étrangères à l'époque, et mon collègue parlait perse. Alors, il s'est Oh, retourné vers Ahmadinejad et il s'est mis à lui parler en perse. Et là, les Iraniens étaient complètement confondus. je Ils ne comprends. savaient pas comment réagir, d'autant plus que nous, le Canada, les Nations Unies, on a cette résolution à tous les ans pour critiquer l'Iran sur les droits de la personne. Alors, on n'était pas Ouais, tellement copains-copains. Mais le fait que mon collègue ait pu lui parler en perse, là, ça a créé une ouais. Ça a dynamique presque rétabli les liens diplomatiques entre les deux absolument blocs. différente, en tout cas. Mais des anecdotes comme ça, il y en a partout Voilà. aux Nations Unies. Donc, historiquement, pour le contexte canadien, comment est-ce que le Canada a su utiliser l'Assemblée générale justement pour faire avancer ses intérêts? Est-ce que les autres États ont eu tendance dans le passé à accorder beaucoup d'attention à la voix canadienne? Est-ce que ça a changé depuis les 5, 10 ou 15 dernières années? Puis aussi, ben, qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Justin Trudeau il y a quelques Oui, jours, même si c'était pas précisément dans le contexte de ouais. l'Assemblée générale, mais il a fait un discours de 5 minutes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors oui, avant de passer au discours actuel, pour répondre à vos questions précédentes, plus historiques, les deux réponses à vos deux questions sont oui et oui. C'est-à-dire que
oui, le Canada a eu une voix importante aux Nations Unies pendant longtemps, pour plusieurs raisons. Et évidemment, je ne ferai pas tout l'historique, on le connaît bien, Justin le Mm. connaît, Justin le connaît encore mieux que moi, mais on se rappelle évidemment la création, par exemple, du Les casques système bleus, d'opération de maintien, l'émission de maintien de la paix avec le Canada, avec Pearson. Ça nous a donné une aura incroyable. Le mm. rôle qu'on a joué à l'époque pour aussi les relations diplomatiques avec la Chine qui ont pavé la Bien voie sûr. à ce Mhm. que la Chine prenne, la Chine actuelle, la République populaire prenne son siège, etc. Plus récemment, à l'époque de Lord Axworthy, qui vient d'ailleurs de lancer, qui est sur le point de lancer un livre, on a joué un rôle important en utilisant notamment l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité pour l'avancement de dossiers fort importants, les mines antipersonnelles, la sécurité humaine, le droit de protéger. Si on préside La aussi le Cour comité, pénale. la Mhm. Cour pénale internationale, voilà, tout à Ouais. fait. Si on préside le comité des opérations de maintien de la paix, le comité de travail, c'est parce que le Canada a aussi une réputation en la matière. Alors, la réponse courte, c'est oui, on a déjà eu une voix très importante et il fut un temps où on se faisait élire au Conseil de sécurité Une fois par régulièrement tous décennie. les 10 ans. Ouais. Là, je ne tomberai pas dans l'exagération et je ne vais pas vous dire que le Canada n'a plus de voix du tout. Non. Le Canada est encore présent, encore actif. Euh, il joue un rôle important dans certains dossiers, comme dans le cas d'Haïti. Notre ambassadeur actuel, Bob Ray, vient d'être élu comme président du Conseil économique et social. Et le premier ministre Trudeau fait partie du comité là pour encourager l'avancement sur les objectifs de développement durable. Alors, on a encore une voix, on a encore une présence, mais il faut reconnaître que, et puis là, Jocelyn pourrait aussi s'étendre longuement sur le sujet, C'est plus que euh, c'était. on n'a plus la voix que nous avions, et ce pour deux grandes raisons. L'un, l'une, le monde a changé. Il y a beaucoup plus de pays émergents maintenant Voilà. qui ont un poids. Je pense à l'Inde, au Brésil, à la Turquie, et il y en a d'autres, à l'Afrique du Sud. Alors donc, le pouvoir est plus diffus. Sous les grandes puissances, là, le pouvoir est Mm. plus diffus. Donc, le monde a changé. Et deuxièmement, ben, le Canada, un peu par sa propre faute, s'est un peu retiré et manque Voilà. d'intérêt et d'ambition Ouais. depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est ce qui explique en partie le fait que on a malheureusement manqué notre coup au Conseil de sécurité deux fois. Malheureusement, j'ai fait partie de la première opération où on a manqué notre coup. C'était très, très dur. Mais bon, il y a plusieurs facteurs qui sont intervenus là. Bien Parce sûr. que quand on se présente au Conseil de sécurité, les gens ne votent pas seulement pour nous à cause de notre beau accord. Il y a toutes sortes d'autres Ouais, enjeux ouais. qui viennent. Mais Oui, quand puis de même, toute façon, il comme faut, on il faut dit, reconnaître qu'on n'a plus la voix que ouais. l'on avait. De toute Et façon, quant comme on à dit, les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des Mais intérêts. Et ça a une influence d'une sur. certaine façon, Henri-Paul, comme tu le dis, on a renoncé. Parce Mhm. que quand on veut faire quelque chose sur la scène internationale, on mobilise le Voilà. capital politique du pays, le capital politique de son chef. Je pense que c'est Roland Paris, qui est l'ancien conseiller diplomatique de Trudeau, qui disait en 2017, il faut que le premier ministre utilise sa réputation mondiale pour pousser quelque chose, comme on Voilà. l'a toujours fait dans le passé. Il ne l'a pas fait. Et moi, j'ai développé une théorie sur le fait qu'au ministère des Affaires étrangères, malheureusement, on forme des gestionnaires plutôt que des idéateurs. Il fut un temps, et je pense que ce temps-là a été cristallisé autour de Lloyd Axworthy, où on avait un certain nombre de diplomates qui étaient des gens qui réfléchissaient aux questions de politique étrangère. Ils ne faisaient pas seulement gérer la bureaucratie. Or, je crois que c'est Donald Savoie, dans toutes ses études sur la bureaucratie à Ottawa, qui explique comment les gouvernements se sont appuyés d'abord et avant tout sur des gestionnaires au sein des ministères pour réduire l'appareil, réduire le pouvoir des fonctionnaires, etc. Et là, aujourd'hui, on a des gestionnaires qui sont des gens très, très sympathiques, très gentils,
mais il nous manque les idéateurs. Et ça, on a perdu ça, malheureusement. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Voilà. Ouais. Et quant au discours de l'intervention de M. Trudeau, qui c'est important, on n'en a pas encore parlé, mais Pas vraiment. l'événement phare de cette Assemblée générale, c'est le sommet de l'avenir. Ouais. Et il arrive assez fréquemment là en plus de l'Assemblée générale comme telle, on organise des sommets, par exemple celui sur le climat il y a quelques années, ou la biodiversité et d'autres. Cette année, c'était le sommet de l'avenir. Et c'était quoi ce sommet, en fait? C'est que on sait très bien que le système multilatéral, et en particulier l'ONU, est vraiment sous une pression. Il y a beaucoup de tensions et honnêtement, l'ONU est affaiblie, a de la difficulté à rencontrer toutes les attentes. Ceci dit, ça demeure un lieu unique et un lieu qui rassemble tous les États et donc le seul organisme universel finalement. Voilà. Jocelyn faisait allusion tantôt, ça demeure un endroit important, mais qui ne répond pas aux attentes. Alors, on a décidé de convoquer ce sommet-là, notamment sous l'impulsion du secrétaire général, M. Gutiérrez, pour redonner un nouveau momentum au multilatéralisme et à l'ONU. Et le premier ministre Trudeau est intervenu dans le cadre de ce sommet. Il a fait une intervention qui est un peu l'intervention à laquelle on s'attendrait, c'est-à-dire réaffirmer l'importance de la règle internationale de droit, Les bons euh, sentiments. voilà, les objectifs de développement durable, etc. Alors, c'est un peu ce à quoi on devait s'attendre de la part du premier ministre, mais si on revient au sommet au sens plus large, ça n'a pas été facile. Il fallait pas s'attendre, je pense, à ce que le sommet atteigne toutes les ambitions qu'on s'était données. Vous savez, réformer l'architecture financière internationale, réformer la gouvernance internationale. Ça, ce sont toutes des choses où il se fait un petit peu de progrès étape par étape, comme aux Ouais. Nations Unies. Ceci dit, il y a peut-être deux bonnes nouvelles dans tout ça. Premièrement, c'est qu'il y a eu une entente sur un pacte pour l'avenir. Le simple fait qu'il y a eu une entente, c'est déjà quelque chose parce que c'était pas évident. Les négociations étaient difficiles et jusqu'au dernier moment, c'était pas certain que le pacte serait accepté. La Russie est arrivée au dernier moment. La Russie qui joue les troubles-fêtes, fait feu de tout bois présentement et est arrivée au dernier moment avec une espèce d'amendement qui disait finalement on n'adoptera rien. Ils étaient soutenus par quelques complices habituels, là, l'Iran, la Ouais. Corée du Nord, etc. La chose fort intéressante, c'est qu'ils se sont fait rabrouer par les Africains. Voilà. La République démocratique du Congo, qui a parlé au nom de l'Afrique, qui a dit non, non, nous, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas le document idéal, mais on y tient quand même parce que dans ce Ouais. document-là, il y a des choses importantes. Alors ça a été une défaite diplomatique pour la Russie. Alors donc, la première bonne nouvelle, c'est que le pacte a été adopté. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça démontre que parfois l'ONU peut faire avancer certaines choses et peut-être la nouveauté dans ce cadre-là, cette fois-ci sur les thèmes de fond, c'est la discussion et le pacte qui a été adopté sur la gouvernance sur le numérique, l'intelligence artificielle. C'est probablement la première fois que l'ensemble des Nations Unies se prononce sur ce dossier-là et qu'on fait une avancée d'une certaine importance dans ce nouveau champ-là pour se donner une espèce de gouvernance sur l'intelligence artificielle. Les risques, notamment dans les conflits militaires, comment on protège les droits de la personne et tout ça, quel est le rôle approprié ou non approprié des États. Alors ça, il y a eu une certaine avancée là-dessus. Sur le reste, il y a eu quelques petites avancées à gauche et à droite. Alors donc, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, Ouais. mais le fait, encore une fois, que la communauté internationale se soit mobilisée autour d'un pacte pour l'avenir, c'est quand même quelque chose qui a une certaine importance. Ben, peut-être encore deux questions. Ben, vous avez mentionné à quel point ben, vous avez des États émergents maintenant, des États qui étaient pas émergents en 1945 lorsque l'ONU a été mise en place. Donc, ce qui soulève la question, est-ce qu'il est temps de réformer l'ONU, principalement le Conseil de sécurité, les cinq membres permanents qui ont un droit de veto?
qui ne représentent peut-être pas nécessairement là où se trouve la véritable puissance de l'ordre géopolitique en 2024. Les Allemands aimeraient bien avoir aussi un droit de veto, les Indiens aussi, peut-être éventuellement peut-être un pays africain. Où est-ce qu'on en est dans ces discussions-là sur la réforme du Conseil de sécurité? Oui, alors dans un premier temps, je me dois de mentionner que réformer les Nations Unies, il y a beaucoup de gens qui souhaitent ça, incluant les États membres même, mais c'est extrêmement difficile de procéder à des réformes au sein des Nations Unies. Le plus souvent, ça mène à peu de choses. Il y a des exceptions. Très brièvement, je peux dire l'une dans laquelle j'ai été impliqué en 2005, quand on a procédé à certaines des réformes des Nations Unies, on voulait réformer l'ancienne Commission des droits de l'homme. En passant, on appelle ça droit de l'homme aux Nations Unies, non pas droit de la personne et des droits humains. Ça, c'est fin de la parenthèse. Et on a créé le Conseil des droits de l'homme, qui est plus ou moins, je pourrais dire, on a changé 4,30 sous pour une pièce, Ouais. sauf pour une chose, la revue universelle périodique. Et ça, je dois dire non sans un peu de fierté que c'était mon initiative. J'ai mis de l'avant cette OK. idée-là, révolutionnaire à l'époque, et même mon personnel et les gens des autres pays amis m'ont dit, ben voyons, Henri-Paul, ça ne se passera jamais. Oublie ça. Alors, dans mon idéalisme de l'époque, j'ai persisté et ce qui existe maintenant, la revue universelle périodique, si on regarde ce que c'est essentiellement le concept que j'avais mis de l'avant et que j'ai poussé. Évidemment, tout ça s'est effacé dans l'histoire parce qu'il y a tellement de négociations ensuite qu'on oublie l'idée originale. Mais enfin, tout ça pour dire que parfois, on peut réussir à réformer les Nations Unies. Sur le Conseil de sécurité, petite anecdote, quand je suis arrivé en poste en 2006, l'une des premières réunions à laquelle j'ai participé, c'était une réunion sur la réforme du Conseil de sécurité. Et ça faisait déjà des années que le sujet était sur la table. 20 ans plus tard, On en parle encore. on en parle encore. Ben, tu sais, Et là, honnêtement, ça va être très difficile parce que, évidemment, il y a le droit de veto des 5 membres permanents. Deux autres choses à souligner, c'est que pour chaque pays qui voudrait obtenir voyons, un membership un siège. universel Ouais. permanent, un siège permanent, il y a un autre presque aussi grand pays qui est contre. Dans le cas de l'Inde, il y a le Pakistan qui s'oppose. Dans le cas du Bien sûr. Japon, il y a la Corée du Sud. Dans le cas du Brésil, il y a le Mexique. Dans le cas de l'Afrique, c'est différent. C'est parce qu'on ne s'entend pas sur qui devrait être au Conseil de sécurité. Alors, bien qu'il y a eu certaines petites avancées au cours de ces... Laisse-moi raconter une petite anecdote qui vient appuyer ce que tu viens de dire. En 1992, j'étais jeune journaliste au Devoir, à la section internationale, et je décide d'aller faire un reportage aux Nations Unies pour voir un peu comment les différents dossiers évoluaient. Et j'ai rencontré Boutros-Ghali et toutes sortes de personnages, dont l'ambassadeur de France à l'époque, qui était très impliqué dans la réforme du Conseil de sécurité. Donc, j'entre dans son bureau, on commence à discuter de l'affaire et je lui dis, ben, qu'est-ce qu'il en est? Parce que les premières discussions ont commencé en 1979, on est maintenant en 1992, qu'est-ce qui arrive? Et il commence à parler sur les différents États qui voudraient siéger au Conseil, que tu viens d'ailleurs de souligner, et il me dit, ça avance pas, et à mon avis, ça n'avancera pas. Alors je dis, ouais, c'est plutôt déprimant et tout. On s'en va vers le 50e anniversaire des Nations Unies en 1995. Est-ce qu'il y a moyen de pousser la chose? Il dit, revenez me voir en 95, puis on en reparlera. De fait, je reviens en 95. Le Devoir m'envoie pour le 50e anniversaire de l'ONU. Je revois le même ambassadeur de France et il me dit, qu'est-ce que je vous ai raconté? Vous avez votre article? Alors je sors mon article et je dis, vous m'avez dit revenez dans 3 ans, pas grand-chose aura changé. Puis là, je lui dis, alors, ben, il dit, il n'y a rien qui a changé. Et donc, on est en 2024, 30 ans plus tard, et ça vient confirmer ce que tu dis, ben, on discute toujours quasiment de la forme de la table et de qui va exactement siéger autour de la table.
Maintenant, moi, j'ai mon idée sur la réforme du Conseil de sécurité. Je ne sais pas si tu veux, Henri-Paul, parler de toi, comment tu vois cette réforme-là, puis je te dirai ce que j'en pense. Ben, en fait, la réforme, j'allais ajouter, j'ai oublié de mentionner l'Allemagne, évidemment, mais dans le cas de l'Allemagne, c'est l'Italie qui s'oppose. Voilà. Il y a deux éléments qu'il faut considérer. Il y a un, la représentativité, et donc la composition du conseil, ça c'est d'un. C'est certain qu'il y a un manque de représentativité au sein du conseil. Mais l'autre enjeu qu'il faut pas oublier, un enjeu de fond, c'est l'efficacité du conseil. Exactement. Et si on ajoute des membres permanents ou non permanents, est-ce qu'on va améliorer l'efficacité du Conseil de sécurité? J'allais dire point d'interrogation, je vais dire pire. Probablement qu'on va diminuer l'efficacité du Conseil de sécurité en Ouais. essayant, parce qu'il va y avoir plus de gens autour de la table. Alors, c'est extrêmement difficile. Je dois dire, dans ce cas-ci, évidemment, je ne parle plus depuis un certain temps au nom du gouvernement du Canada, mais la position traditionnelle du Canada, je l'endosse, c'est-à-dire que il faudrait ajouter un certain nombre de membres non Non permanents, permanent. mais des membres permanents, on reproche au Conseil de sécurité actuel d'être une photo de 1945. Si on ajoute des membres permanents maintenant, ben on va dire que c'est une photo de 2024. Et puis quand on sera en 2054, on dirait ben ils ont fait l'erreur en 2024 de prendre une photo du monde Mhm. en cette année-là. Alors donc, la position du Canada et de plusieurs autres pays, c'est oui, ajoutons certains membres, probablement non permanents, modifions les méthodes de travail du Conseil de sécurité, mais quant à ajouter des membres permanents et surtout des membres permanents de le droit de veto, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, moi, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, qui est tout à fait exact. C'est une réflexion plus sur la puissance. En 1945, on a déterminé que 5 grands États étaient susceptibles de siéger comme membres permanents avec un droit de veto. La France a failli être exclue, mais il paraît que Churchill, à la fin, a réussi à convaincre Roosevelt qu'il fallait que la France siège au Conseil de sécurité. Donc, on a 5 grandes puissances qui, de 1945 jusqu'à nos jours, ont développé leur puissance. Puissance atomique, puissance militaire, capacité de projection sur à peu près tous les continents, puissance économique, influence diplomatique, culturelle, linguistique, etc. Aujourd'hui, en 2024, je constate que ce déploiement de puissance est toujours actuel et que la seule véritable puissance qui pourrait se joindre au Conseil de sécurité, c'est l'Inde, parce qu'elle a la bombe, parce qu'elle a un poids militaire, une influence politique de plus en plus grande. On le voit en Afrique, par exemple, où elle est pas aussi importante que la Chine, mais elle commence à construire sa puissance. Et que tous les autres qui veulent accéder au Conseil de sécurité permanent avec droit de veto ou non permanent qui reviendrait tous les 5 ans, ça dépend de ce qui est proposé, que ce soit le Japon, l'Allemagne, le Brésil, l'Afrique du Sud ou la Turquie, n'ont pas le même poids que les 5 grandes puissances actuelles. Et tant et aussi longtemps que ces 5 grandes puissances seront là avec leur puissance, ben, le changement au Conseil de sécurité, à mon avis, ne se fera pas. Et il faut se poser la question suivante. C'est souvent celle que j'amène dans les conférences ou auprès des gens qui me parlent de ça. En mars 2003, lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne ont envahi l'Irak, est-ce qu'un Conseil de sécurité à 20 ou 25 aurait empêché cette agression? Bien sûr que non. Alors, comme tu disais, rajouter des sièges, ça va faire qu'alourdir le Conseil, ça ne le rendra pas plus efficace ou inefficace. Et sur cette question de l'efficacité, ben c'est ma dernière question. Bon, le monde est clairement de moins en moins convergent que ce qui pouvait être il y a 10 ou 15 ans. On se rend compte depuis 2 ans et demi, lorsque vous avez un pays, un membre permanent du Conseil de sécurité qui s'engage dans une guerre d'agression, ça fait un peu éclater
l'ordre international et les résolutions du Conseil de sécurité peuvent plus être adoptées parce qu'évidemment, la Russie et son allié de circonstance, les Chinois, vont opposer leur droit de veto. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister un peu un retour en arrière, les années 30? Est-ce que l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui ne commence pas à ressembler à la Société des Nations dans les années 30, qui était confrontée à une multiplicité de conflits et qui était incapable de les régler, ce qui a ultimement mené à la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, disons que je me garderai un peu de comparaison comme telle avec la Société des Nations, mais Ouais, moi, je le ferai pas. chose certaine, ces dernières années, le Conseil de sécurité et donc l'ONU s'est révélé incapable d'adresser, d'empêcher ou de résoudre certains conflits. Et oui, il y a lieu de s'inquiéter. Euh, et d'ailleurs, ça me frappe, la voix du secrétaire général des Nations Unies, d'ailleurs. Je pense que M. Guterres fait ce qu'il peut, il fait des discours, il essaie de faire des interventions, mais c'est un petit peu une voix dans le désert, si on peut dire ainsi. C'est un Euh, secrétaire. oui, c'est ça, il est plus, comme je disais tantôt, il est plus secrétaire que général. Et au sein de sécurité, comme vous l'avez mentionné, Jean-François, il y a des désaccords, il y a des tensions. Et auparavant, on aurait dit que les pays choisissaient leur bataille. Maintenant, la Russie fait feu de tout bois pour créer du trouble partout. Et bien sûr, elle est aussi partie prenante à certains conflits. Alors, effectivement, il y a un certain affaiblissement là qui nous amène à beaucoup de réflexion. Il ne faut jamais oublier, quand on parle des Nations Unies, que parfois, ça me fait rire, les gens disent on devrait éliminer les Nations Unies et repartir à zéro avec quelque Ben chose voyons d'autre. donc. Ça se Ben non. passera pas On reviendrait parce que avec la même c'est chose. voilà, ça va la même chose ou pire, Ouais. parce que c'est plus difficile d'obtenir des accords maintenant que c'était à l'époque. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que les Nations Unies c'est d'abord et avant tout 193 États membres et Voilà. dont évidemment quelques-uns qui sont plus puissants que d'autres. Même si on les réunit au sein d'une autre organisation, ce Ça rapport de changera force, rien. Le ces rapport de force va idéologies, rester le même. ces façons de penser vont rester les mêmes. Alors, quand on blâme les Nations Unies, souvent, ce qu'il faut blâmer, ce sont les États membres, Bien sûr. pas Bien la sûr. structure, l'institution comme telle. Alors oui, il y a matière à beaucoup de réflexion. C'était un peu ça qui était derrière, d'ailleurs, l'idée du sommet de l'avenir. Encore une Moi, fois, je, réformer les Nations Unies, là, les rendre plus efficaces, ouf, moi, je, il y a loin de la coupe aux lèvres. je reviendrai, et on termine là-dessus, Jean-François, certainement. Euh, il ne faut pas oublier qu'entre 1945 et 1991, 92, janvier 92, qui est la première réunion du Conseil de sécurité au niveau des chefs d'État, ça s'était jamais produit, et c'est Boutros-Ghali qui a organisé cette rencontre. Entre 45 et 91, 260 vétos pour une bonne partie de l'Union soviétique, mais aussi les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Puis ensuite, l'utilisation du veto a baissé considérablement. Là, elle augmente. Moi, je serais pas entièrement pessimiste. Je regarde parfois des votes sur certaines résolutions qui sont adoptées à l'unanimité. Même aujourd'hui, les Russes, les Chinois, les Américains travaillaient ensemble sur certaines questions. Vraiment, le problème, c'est la volonté politique de faire fonctionner adéquatement cet organe. Quand il n'y a pas de volonté politique, bien sûr, on n'arrive à rien. On a des débats sur Gaza, puis qu'est-ce que ça donne? Des effets de manche, et c'est tout. Voilà. Bon, ben écoutez, ça a été une discussion vraiment passionnante. Là, le temps a vraiment filé. Oui, Donc, on va terminer la première partie de cet épisode. Donc, restez à l'écoute. Dans quelques secondes, la seconde partie avec Guillaume Sauvé, politologue. Nous aurons une discussion sur la question de l'opinion publique en Russie. Alors, Monsieur Normandin, ça a été un plaisir de vous avoir accueilli à notre balado. Et ce n'est que partie remise. Je suis persuadé qu'on aura l'occasion de vous réinviter dans l'avenir. Alors, Plaisir partagé, merci. merci. merci.
Au Restez à revoir. l'écoute, de retour dans quelques secondes. Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui n'est pas toujours bien traitée dans les grands médias internationaux, et c'est l'appui ou non des Russes à l'opération, la guerre en Ukraine. Et le titre de l'article de Guillaume Sauvé que nous recevons en entrevue et qui est publié sur le site du blog du Conseil des relations internationales de Montréal ce lundi, euh, montre à quel point la situation est paradoxale. Les Russes ne veulent pas de la guerre, mais ils la soutiennent. Alors, ce paradoxe, Guillaume va tenter de nous l'expliquer. Il est politologue et spécialiste de la Russie, ainsi que des autres pays successeurs de l'ancienne Union soviétique. Chercheur au Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal, il enseigne aussi au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Alors, Guillaume, sans plus tarder, 4 à 5 minutes pour exposer votre argumentaire. Oui, bon, mais bonjour Jocelyn, bonjour Jean-François et bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, comme tu l'as dit, Jocelyn, c'est un paradoxe, donc l'attitude des Russes par rapport à la guerre en Ukraine, puisque cette guerre n'est pas populaire en tant que telle, et pourtant, comme je l'ai dit, les Russes la soutiennent ou à tout le moins la tolèrent. Donc, cette guerre n'était pas populaire avant même qu'elle ait lieu. Puisque quand on faisait des sondages pendant ce qu'on pourrait appeler maintenant la guerre du Donbass, donc de 2014 à 2022, et on demandait aux Russes, est-ce que vous seriez d'accord à ce que plus de ressources soient allouées pour que l'État intervienne davantage dans le Donbass pour soutenir les minorités russes, etc. Dans des très grandes majorités, les Russes répondaient non. En fait, on n'a pas envie de faire ça, c'est pas notre priorité, etc., etc. Et si on leur demandait, est-ce que vous reconnaissez la souveraineté territoriale de l'Ukraine, ils disaient oui. Soit que, bien sûr, dans leur tête, ça voulait dire sans la Crimée, rendu à ce point-ci. Mhm. Et pourtant, donc, quand la guerre survient, l'invasion à grande échelle, 24 février 2022, eh bien, on voit la popularité de Vladimir Poutine rebondir, puisqu'il était en déclin tendanciel depuis des années, rebondir, ainsi que le soutien à la dite opération militaire spéciale, comme l'appelle le régime. Et donc là, évidemment, c'est le paradoxe. Donc, cette guerre-là n'était pas, les Russes n'en voulaient pas, et quand elle survient, ils la soutiennent. Et donc, il y a en gros deux grandes explications à ce phénomène. La première, c'est pas propre à la Russie. C'est un phénomène qu'on voit dans ce qu'à peu près n'importe quel pays entre en guerre, qu'on pourrait appeler le ralliement patriotique. En anglais, les gens aiment bien dire le terme rally around the flag, mais donc, Ah oui. disons-le en français, ralliement patriotique. C'est cette idée que, ben voilà, mon État est en guerre, donc je le soutiens. Voilà. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec les motifs, etc. Et ça se voit, non, mais régulièrement à travers l'histoire. Là. C'est quasiment une constante à des degrés variables. Et donc, ça, c'est pas étonnant en soi. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, j'ai dit qu'il y avait deux grandes explications. Lui est plutôt propre à la Russie, quoique encore une fois rien d'exceptionnel, mais propre au régime russe. Le régime russe, qui était déjà autoritaire avant l'invasion à grande échelle, l'est devenu bien davantage à peu près une semaine après, justement en réaction, d'une part, au fait que la guerre se déroulait pas comme prévu, et deux, qu'il y avait plus de protestations dans la première semaine que ce que le régime avait prévu. Et donc, il y a eu un durcissement très important. Je ne vais pas entrer dans les détails, on pourra revenir. Et donc, un contexte très répressif qui, évidemment, réprime ou l'envie qu'il pourrait y avoir de certaines personnes de protester. Et donc, la situation qu'on a en ce moment, c'est des sondages qui nous disent qu'environ 70-80 des Russes soutiennent Poutine et la guerre. Mais ensuite, heureusement, on a des travaux remarquables et très courageux qui sont faits par des équipes de sociologues russes indépendants qui font ça sur place avec des milliers d'entrevues qualitatives et qui nous permet de distinguer le soutien à Poutine et le soutien à la guerre. Et je vais terminer rapidement là-dessus, ce que ça permet de voir, c'est que dans la majorité d'environ 60% qui disent soutenir la guerre, mais sans grand enthousiasme, qui sont ni des opposants, ni des votes en guerre absolus, parce que les deux existent,
dans cette grande majorité d'environ 60%, en gros, les gens soutiennent la guerre, ça veut dire qu'ils la tolèrent. Ouais. Ils sont pas d'accord avec les objectifs, ils sont prêts à une négociation immédiate sans l'atteinte des objectifs. Ils sont pas prêts à ce que des ressources, par exemple des services sociaux, soient alloués au front. Donc, sur toutes ces questions-là, on peut cocher comme manque d'enthousiasme manifeste. Ouais. Et donc, on leur demande, est-ce que vous seriez d'accord à ce que la guerre s'arrête maintenant? Si c'est Vladimir Poutine qui le dit, ils font oui. Et donc, Mhm. finalement, pour un ensemble de raisons assez variées qui vont de la dissonance cognitive au soutien sincère à Poutine, ces gens-là soutiennent pas la guerre en soi, mais préfèrent soutenir le régime dans le contexte de la guerre. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Très, très bien, c'est bien résumé, c'est résumé. On peut se demander quand dans un régime autoritaire où l'expression d'une opposition peut mener à la prison, est-ce que c'est pas un peu difficile d'obtenir une photographie nette de l'opinion publique russe? Parce que, évidemment, dans ton texte, tu parles des sondages, des enquêtes d'opinion, mais la première chose qui vient à l'esprit de nos auditeurs, certainement, et moi le premier, c'est comment fait-on pour réellement sonder les esprits et peut-être même les cœurs des Russes? Oui, alors à la question, est-ce qu'on peut avoir une photographie nette de l'opinion des Russes? La réponse est évidemment non. On ne peut pas obtenir une photographie nette, mais je m'avancerai de manière un petit peu provocatrice en disant que même chez nous, on ne peut pas avoir une photographie nette de l'opinion publique parce que les sondages ne donnent pas ça. Les sondages donnent des réponses simples ou Mhm. exigent de formuler des réponses simples à des questions qui sont parfois compliquées. Mhm. Euh, Là, là-dedans, je pense que là, il y a deux aspects. Il y a premièrement la question des sondages. Ouais. Ouais, Est-ce que, pour le dire en un mot, est-ce qu'on peut faire confiance aux sondages en Russie? Est-ce que les gens disent la vérité? Quand on leur demande, soutenez-vous Vladimir Poutine? Il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone, qui vous dit votre nom, ouais, qui dit que vous savez et qui sait où vous habitez. Et là, il vous demande, est-ce que vous soutenez Vladimir Poutine? Et ouais, là, la situation, c'est, est-ce que vous répondez la vérité? Alors, on serait évidemment très rapidement amené à penser que non. Et là, il y a beaucoup de gens dans l'opposition russe qui disent, à l'étranger surtout, qui disent, ah, on peut pas faire confiance au sondage, ça n'a pas de sens. C'est sûr que les gens mentent. Ouais. Or, pourtant, n'étant pas un spécialiste des sondages moi-même, je me suis renseigné sur le sujet et les sondeurs ont des techniques, des questions ouvertes qui permettent aux gens de exprimer parmi un choix, enfin, sans rentrer dans les technicalités, et ils comparent et ils sont arrivés à la conclusion que, en général, les Russes sont sincères dans l'expression de leur. Si on leur donne la possibilité d'éviter de dire qu'ils sont contre Poutine, ils ne le font pas. Et donc, OK, apparemment, selon les sondeurs, les spécialistes des sondages, les sondages en Russie sont fiables. Pour être plus exact, les sondages du Centre Levada sont fiables, à ouais, savoir la seule maison de sondage indépendante, et c'est à peu près la seule qui est citée par les médias occidentaux, parce que les autres sont effectivement le FOM ou le PTIOM, par exemple, sont inféodés à l'État. OK, Donc, les sondages sont fiables, mais le problème avec les sondages, pour revenir à ce que je disais au début, c'est que les sondages donnent c'est pas tant que les gens disent des mensonges, c'est qu'on les force à donner une réponse simple à une question qui est vraiment compliquée, là, qui implique beaucoup de choses, qui implique le ouais. conformisme par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à l'employeur, etc. Et à ce moment-là, c'est pour ça que les sondages doivent être complémentés par des enquêtes qualitatives où on amène les gens à s'exprimer sur leurs motifs, puis on donne la possibilité de nuancer leur position. Et c'est ces travaux-là que j'ai cités dans mon article. Maintenant, dans l'enquête qualitative, les gens se rendent à domicile pour faire remplir un questionnaire ou bien ils font encore ça au téléphone? Parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport, là. Oui, je pense que là, par contre, il y a il y a eu toute une gamme, en fait, d'initiatives. Moi, dans l'article, j'ai cité les deux plus connus, qui sont donc le Chroniki ou Chronicles, c'est publié Ouais. dans les deux langues, russe et anglais, et plus récemment, le Laboratoire de sociologie politique, publié aussi en russe et en anglais, mais il y en a d'autres. Et chaque fois, ils ont des méthodes un peu variées, hein. Ils ont chacun ses techniques. Il y en a qui sont plus proches même de l'anthropologie. Il y en a qui font, par exemple, de l'observation participante pendant des mois dans des milieux, euh, Ah dans ouais. des petites villes, ouais, sur une base anonyme.
C'est-à-dire qu'ils disent pas qu'ils sont là pour enquêter sur le soutien à la Ah guerre. oui, OK. Mais ils en parlent avec les gens dans la conversation de tous les jours. Ça existe, c'est plus le laboratoire de sociologie politique. Tandis que Chronicle, si ma mémoire est bonne, je pense qu'ils font des entrevues en personne OK. aussi. Donc, ça change quelque chose, effectivement. Dans un sens, Euh, ça implique un comme plus grand investissement du répondant. Ouais. ouais. Jean-François, tu avais une question, je crois. Oui, oui, ben Guillaume, ben, je suis content que vous mentionniez le fait que les données viennent du centre Levada. Si ma mémoire est bonne, corrigez-moi si je me trompe, ce centre-là faisait partie de la liste il y a plusieurs années des entités financées par des gouvernements étrangers. Donc, historiquement, le centre Levada semble avoir une relation, est-ce qu'on pourrait appeler ça une relation tendue avec le Kremlin, ou à tout le moins une relation qui n'est pas une relation de collaboration pleine et entière. Donc, d'où la raison pour laquelle les politologues ont plutôt tendance à faire confiance aux résultats des sondages de ce centre-là. Maintenant, ma question, se pourrait-il que le soutien à la guerre en Russie soit quand même relativement très élevé, en grande partie par le fait que les Russes n'ont pas réellement saisissent pas réellement le coût réel de la guerre. Donc, leur économie se porte plutôt bien depuis 2 ans et demi, des taux de croissance de 3 ou 4 %. La Russie profite aussi, je dirais, de l'immensité de son territoire. Même si vous avez eu des dizaines de milliers de soldats qui ont été tués, pour la plupart, ce sont des individus qui viennent de villages isolés un peu partout dans la Russie. Donc, lorsqu'un individu, un cercueil revient pour des funérailles dans un village, ben, c'est pas 50 cercueils qui reviennent en l'espace de 6 mois, c'est un mort ou deux en l'espace de 2 ans et demi. Donc, ce qui contribue dans l'esprit de ces gens-là, ça ne contribue pas dans l'esprit de ces gens-là à réaliser à quel point le coût humain de cette guerre-là est extrêmement élevé. Moi, j'aimerais vous entendre sur cet aspect-là. Oui, ben, juste revenir très rapidement sur le premier point. Donc, effectivement, le centre Levada est officiellement taxé de agent de l'étranger en Russie. Donc, doit commencer toutes ses déclarations par la fameuse phrase cette publication est financée, etc., etc., par un agent obligé de s'auto-stigmatiser dans ses prises de parole. Donc, effectivement, difficilement, peut difficilement être soupçonné de proximité avec le Kremlin. On pourrait poser la question pourquoi même le Kremlin continue de tolérer son existence alors qu'il y a beaucoup Oui, d'agents dits agents de l'étranger qui ont été fermés. D'ailleurs, oui. justement, dans les médias juste après l'invasion, en mars, fin février, début mars. Ça serait une autre question, on peut y revenir. Mais pour me concentrer sur l'aspect plus substantiel de votre question, effectivement, le coût de la guerre est ressenti de manière très contrastée à travers la Russie. Il n'est vraiment pas réparti de manière égalitaire à l'intérieur de la Russie. Donc, pour le dire très concrètement, il y a des régions de la Russie qui souffrent beaucoup plus de la guerre que d'autres. Et ces régions sont généralement les régions défavorisées, ce qui tend à corréler, mais pas toujours aussi, avec des régions à plus grande minorité ethnique. Mais ça, c'est en fait c'est tout simplement juste corrélé avec le manque de ressources. Parce qu'en fait, la plupart, non seulement ces gens-là ont été plus facilement mobilisés de force en septembre, octobre 2022, quand il y a eu la mobilisation dite partielle, Mhm. mais aussi par la suite, il faut savoir maintenant, la plupart des gens qui sont mobilisés pour envoyer au front, c'est des gens qui sont engagés par contrat et ils sont payés en fait assez cher, ouais, c'est Oui. même remarquablement cher pour en tout cas le salaire moyen dans ces régions-là, qui sont des régions défavorisées de la Russie. Et donc, en fait, c'est une sorte d'économie assez sordide qui se met en place, hein, de gens qui, voilà, qui sont dans la détresse économique et qui vont dans l'espoir soit de gagner pas mal d'argent sur le front, soit s'ils sont tués, leur famille va être dédommagée avec des sommes Mhm. assez substantielles. Donc là, il y a vraiment une sorte d'économie de la mort qui se fait. À ce qui paraît, dans ces régions-là, les cercueils viennent assez régulièrement. Assez régulièrement. OK. Il peut y avoir des enterrements quasiment tous les jours. Euh, et donc, pour eux, ça fait partie du vécu, mais en même temps, c'est une sorte de pacte. Ils le font pour l'argent. Ouais. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui est connu, qui peut être accepté même dans les familles. À l'inverse, dans les grandes villes, et évidemment, dites les deux capitales, Moscou et Saint-Pétersbourg, là, le coût de la guerre est à peu près invisible. Ouais. Oui. Et, Oui. d'ailleurs, plusieurs disent que justement, une des raisons pour laquelle il n'y aurait pas de nouvelle mobilisation partielle et a fortiori de mobilisation générale,
en Russie, c'est que le seul moyen de le faire, ce serait d'aller commencer à recruter dans les grandes villes. Et là, ça viendrait toucher des parties de, je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler l'électorat en Russie, mais à tout le moins du corps des citoyens Ouais. que le régime préfère épargner pour le moment pour des raisons Mhm. stratégiques. Donc, c'est ça. Donc, le fait, c'est que dans un régime autoritaire, la stabilité du régime repose en grande partie sur l'unité des élites. Donc, tant aussi longtemps que les élites profitent du système en place, ils n'ont pas intérêt à le remettre en question. Dans ce contexte-là, comme vous l'avez indiqué, la plupart des soldats qui se sont portés volontaires ne proviennent pas de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, là où les membres des élites politiques et économiques habitent. Donc, les enfants de ces gens-là n'ont pas été affectés par la guerre. Mm. Donc, encore une fois, pour ces individus-là, le coût réel de la guerre n'est pas ressenti. Puis, dans la mesure Et, où ça va perdurer encore pour les prochains mois, voire même les prochaines années, on ne peut pas nécessairement s'attendre à ce que ces gens-là, de l'intérieur, en viennent à remettre en question le pouvoir de Vladimir Poutine et de ceux et, qui dirigent. il nous reste très peu de temps. Je voudrais rebondir sur quelque chose à propos de l'Institut Levada. Pourquoi le Kremlin tolère l'Institut? Est-ce que ça sert certains intérêts ici? Oui, en fait, c'est que il y a des gens qui ont écrit, je trouve ça très intéressant, sur les dilemmes des régimes autoritaires. Ouais. Parce qu'en fait, d'un côté, et là, on va prendre l'exemple avec le Centre Lébéda, mais on peut faire le même exemple avec les médias indépendants, qui ont Oui, longtemps existé, qui, dans un sens, continuent d'exister. Par exemple, YouTube est encore autorisé en Russie, ou oui. Telegram, par exemple. Et c'est à peu près toujours la même logique, c'est-à-dire que le régime, d'un côté, veut contrôler, veut éviter, empêcher, par exemple, des informations qui seraient compromettantes ou qui seraient inconfortables pour le régime. Par exemple, si la popularité de Poutine venait à décroître et ça apparaissait dans les sondages. Mais d'un autre côté, c'est ça, c'est la contrepartie, le régime a besoin d'informations fiables. Et on a vu à quel genre d'erreur catastrophique peut mener un déficit d'informations fiables, par exemple Mhm. sur le soutien de la Russie en Ukraine. Euh, et donc, un régime autoritaire qui vient à s'isoler par volonté de contrôle, s'isoler de manière excessive, perd totalement le contact avec la réalité et peut faire des Mhm. grosses, grosses bêtises qui menacent sa stabilité. Et donc, une des raisons qui est souvent avancée pour laquelle le régime laisse aller une maison de sondage, laisse opérer une maison de sondage indépendante comme le Centre Lévesque, c'est que lui-même, d'une part, a intérêt à un moment donné à avoir des informations fiables, que ses propres maisons de sondage, des fois, pour maquiller, pour lui faire plaisir. Mhm. Et d'autre part, dans ce cas-ci même, on pourrait dire que ça l'a servi. D'ailleurs, le Centre Lebanon s'est fait accuser par l'opposition russe de révéler la vérité sur le soutien à Poutine, en disant oui, mais là, ça décourage les opposants en Russie. Eh oui, ça aussi, ça fait Ouais. partie des buts du Kremlin. C'est que ça montre que, à tout le moins, le conformisme ambiant pousse la plupart des gens à déclarer qu'ils soutiennent la guerre. Et quand Très ça vient bien. d'une source fiable, ben justement, ça a le plus d'effet que quand ça vient de Vladimir Soloviev, c'est-à-dire un propagandiste acharné à la télévision. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ben, écoute, merci Guillaume pour cette entrevue. Alors, Merci, c'était ça a été vraiment, vraiment très éclairant. vraiment passionnant. Donc, je rappelle, le texte de Guillaume Sauvé est disponible sur le site du Corim, donc corim.qc.ca. Je vais aussi mettre le lien vers l'article dans la description du vidéo sur YouTube. Alors, merci, chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre troisième épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Encore une fois, on vous encourage à partager en grand nombre cet épisode avec vos amis, à liker le petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça fait toujours du bien à l'algorithme. Et sur ce, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour le quatrième épisode. Au revoir.